C'est très bizarre pour moi d'être C'est la première fois? Non, mais d'habitude c'est moi qui pose des questions aux gens, ils sont moi qui filme. Ouais. Je regarde pas les questions. Non. Alors, donc, je vais te poser des questions dans le cadre de ma recherche de master. Donc, le mot-clé de ma recherche, c'est la résistance. Donc après, les gens que je choisis, c'est des gens qui ont des profils différents. Globalement, je choisis plutôt des artistes. Mais toi, tu es une artiste aussi. Si. Tu es une youtubeuse. Voilà, tu vas découvrir les questions au fur et à mesure. Et puis, tu es libre de répondre comme tu as envie, le temps que tu as envie. Si tu as envie de revenir après sur des trucs, tu peux. Voilà. Ok. Alors, première question. J'aimerais bien que tu te présentes, que tu dises donc depuis combien de temps tu es à Rio, pourquoi tu as choisi d'être ici, puis tes activités principales que tu fais ici, voilà, que ce soit ton boulot ou pas forcément ton boulot. Tu te présentes comme tu veux. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 35 ans. Je suis une femme qui essaye d'être heureuse tous les jours de sa vie, qui essaye de donner beaucoup d'amour et d'aider au maximum les gens. A priori, j'y arrive bien parce que j'ai fait plein de choix qui m'ont permis de vivre la vie que j'avais envie de vivre, donc c'est plutôt chouette. Plein de choix qui souvent ont été égoïstes, mais du bon égoïste. Ça, c'est qui je suis. Qu'est-ce qui m'a amenée à Rio? C'est le hasard qui m'a amenée ici. Parce qu'en fait, j'étais en train de faire un tour du monde suite à ma séparation. J'ai été mariée pendant 8 ans. Mon mari m'en s'est séparé. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie. Et j'ai pas fait grand-chose dans mon tour du monde. J'ai fait que la Thaïlande, le Laos et l'Inde. Et à un moment donné, j'ai fait un petit retour en Europe. Et là, en fait, dans une auberge de jeunesse, j'ai rencontré un beau gosse brésilien, un mec magnifique, qui m'a dit en rigolant, ma mère elle cuisine trop bien, faut que tu viennes manger chez elle, nanana. Et en fait, j'ai tendance à dire oui, généralement. Et pendant ce voyage, c'était un petit peu le mot d'ordre, même si c'était pas officiel, mais je disais oui à peu près tout. Du coup, j'ai dit d'accord, j'ai pris un billet, je suis allée manger chez sa mère. Donc, je suis arrivée à Rio. J'avais jamais eu l'idée dans ma vie de venir au Brésil. Je sais pas pourquoi, en fait, je voulais visiter le monde, mais le Brésil, c'est pas un pays qui m'a attirée. Et c'est très étrange maintenant que j'y pense, parce que maintenant que je suis là, je vois à quel point ce pays, pour moi, c'est une évidence. Mais avant, j'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment bizarre. Donc, j'avais jamais imaginé dans ma vie aller au Brésil. Non pas parce que c'était difficile, mais juste, il y avait plein d'autres trucs qui m'attiraient plus. Donc, je suis venue par hasard. Je suis tombée folle amoureuse du Brésil. Et au moment où je devais partir, je me suis rendu compte que je pleurais énormément et que j'arrivais pas à imaginer partir et que chaque fois je me disais que j'avais pas terminé d'apprendre ce que j'avais à apprendre, d'explorer ce que j'avais à explorer. Du coup, à un moment donné, j'ai dû faire un gros choix qui était entre partir et faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire faire le tour du monde, c'est-à-dire rentrer en France pour des gros projets professionnels, pour gagner de l'argent, même parfois beaucoup d'argent. À cette époque, j'avais sorti mes 2 livres aux éditions Hachette et je devais en faire la promotion, donc c'était quelque chose d'important, c'était un peu la consécration de un peu toute ma vie de travail. Et en fait, j'ai décidé d'abandonner tout ce que j'avais pour rester au Brésil et parce que je me suis dit qu'il fallait juste que j'écoute mon cœur. Et quand j'écoutais juste mon cœur, en fait, tout ce qui était matériel, financier, professionnel, machin, ça prenait pas le dessus avec juste mon amour pour le pays. Donc je suis restée. Et alors, tu m'as demandé quelle est mon activité ici. Mon travail au quotidien, c'est de produire du contenu pour YouTube. J'aime pas le mot youtubeuse, mais les gens connaissent plus mon travail comme une youtubeuse. Je déteste le mot influenceuse, donc je ne me sens pas non plus comme influenceuse, je me sens plus comme une insuffleuse d'idées, une planteuse de graines éventuellement. Donc mon travail, c'est un peu d'observer le monde, d'observer mon monde à moi, d'essayer de le comprendre et l'interpréter et de le partager. Voilà. Et à côté de ça aussi, je suis guide ici à Rio, je fais visiter la ville et j'essaie de montrer aux gens pourquoi je suis tombée amoureuse de cette ville et de ce pays. Et j'essaie aussi de donner aux gens une version plus juste du Brésil parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient une version erronée, très édulcorée, très jolie. Les gens ont conscience que Rio c'est une ville qui est très dangereuse, que le Brésil c'est dangereux, mais sur toutes les questions sociales et politiques, les gens n'ont pas une conscience de ce qui se passe ici. Et mon idée en fait c'est que les gens qui passent, ils puissent comprendre leur environnement. T'as fait mon tour? Ouais.
Voilà, mon idée c'est que vous puissiez comprendre votre environnement, que vous soyez dans la rue et que vous ne soyez pas juste des spectateurs, mais que vous soyez très acteurs. Tu vois, en comprenant par exemple le street art, en comprenant les questions politiques, sociales, en comprenant la misère, le racisme, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, le sexisme, la question de la féminité, tout ça, tout ça. Donc j'essaie de partager ça au quotidien. Voilà ce que je fais dans ma vie. Ouais. Et qu'est-ce qui est dans ta vie ton principal objectif, ton rêve? Eh bien, en fait, tu sais quoi? Cette question, on me l'a posée il n'y a pas longtemps pendant que je faisais un cours d'échasse. Et à un moment, je devais répondre à la même question, qu'est-ce que c'est mon rêve? En vérité, je crois que j'ai pas vraiment de rêve. Je sais, c'est trop bizarre de dire ça. J'ai pas trop de rêve parce qu'en fait, mon rêve global, c'est d'être heureuse tous les jours de ma vie. Je pense que je l'ai atteint et mon idée, c'est de le conserver en fait pour toute ma vie. Ce serait ça mon rêve. Mon rêve aussi, ce serait de laisser derrière moi quelque chose d'assez complet. Par exemple, ma chaîne YouTube et mes livres, ça fait partie de ce projet ou de ce rêve de vie qui serait de laisser un truc complet comme une grande bibliothèque d'idées dans lesquelles les gens ils pourraient venir pour piocher. Et si quand je meurs, on se souvient de moi pour ce genre de choses que j'ai fait, pour ce grand projet global qui représente aujourd'hui, si je devais mourir demain, à peu près 1500 vidéos sur YouTube, 2 livres, plein de blogs avec des centaines d'articles écrits. Ben voilà, si on se souvient de ça, mon rêve il aura été plus ou moins mon rêve, mon objectif, ma mission de vie il aura été atteint. Ok. Et qu'est-ce que tu fais chaque jour de ta vie pour être dans l'accomplissement de cet objectif? Si tu donnes des exemples précis, concrets, tu peux faire concret. Et ben tous les jours, concrètement, je m'intéresse aux gens qui m'entourent. J'essaie de les aimer très très fort, même ceux qui ne sont pas aimables au premier abord. Et en fait, en essayant de les comprendre, en essayant de comprendre le monde qui les entoure et le monde qui m'entoure, j'essaye d'avoir une vision la plus juste possible et la plus bienveillante du monde et de le partager. Et du coup, en faisant ça, j'ai l'impression de créer ce rêve ou cet objectif. D'accord, donc c'est dans ton rapport avec les gens. Mon rapport à l'autre et au monde. D'accord. Mais tous tes projets de vidéo, etc., ça fait aussi partie? Tout fait partie de ça. En fait, parfois, les gens ne comprennent pas trop vers où je vais, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Ouais. Et notamment dans mes vidéos, on a l'impression qu'il y a 10 000 sujets abordés, qu'il y a plein de trucs, mais dans ma tête, en fait, c'est hyper clair et ça fait partie d'un grand projet global. Je ne sais pas si un jour je le terminerai, j'espère que j'aurai le temps avant de mourir. Peut-être que je ne le terminerai jamais, à mon avis, non, tu vois, parce que la vie, elle est tellement riche, il y a tellement de trucs desquels j'ai envie de parler et des trucs que j'ai envie d'observer, comprendre et partager, de connaissances que j'ai envie de transmettre, que peut-être j'aurais jamais terminé, mais ouais, faire des vidéos tous les jours, écrire des livres, accueillir des gens dans ma maison, par exemple, faire visiter ma ville, parler avec des autres humains et juste les aimer, tu vois, globalement, aimer les autres humains, ça fait partie de ce projet global. Donc chaque pièce de ton puzzle, mis ensemble, ça donne... Et pour moi, c'est super clair en fait. Pour d'autres gens, pour les gens externes, c'est pas clair, mais pour moi, c'est très très clair. Et c'est très logique. Peut-être que si on s'arrête juste à une pièce du puzzle, c'est peut-être difficile d'avoir tout l'ensemble, mais une fois qu'on a différentes visions, c'est peut-être plus clair. Mais c'est bien de ne pas comprendre aussi, c'est bien, tu vois, de juste prendre les trucs et de se donner cette liberté-là, d'accepter de ne pas comprendre, d'accepter de prendre et d'accepter à un moment donné, tu vois, d'avoir accès à quelque chose qui au final va nous parler. Et c'est un peu comme les livres, tu sais, moi je lis beaucoup et les livres, j'ai toujours la sensation que le livre tombe à point nommé au moment où j'en avais besoin et je m'autorise à me laisser guider, soit je vais acheter plein de livres, après ils vont rester dans ma bibliothèque et un jour je sais pas pourquoi, tel livre, mais ça fait 10 000 ans qu'il est là, je suis passée dedans 10 fois dans ma vie, ben, je vais lire et bam, il va répondre à une question. Ça peut être sous plein d'autres formes et en fait en faisant des vidéos et en ayant mes livres, mais on va parler des vidéos parce que c'est ce que je fais le plus, et ben j'essaie qu'il y ait le plus de vidéos possible avec plein de thématiques possibles et que les gens à un moment donné ils tombent sur une vidéo qui va répondre à un problème à un moment donné, ils savent pas trop comment ils sont arrivés dessus, mais ça marche, tu vois. Et c'est pour ça que je vais en faire plein avec plein de sujets différents. Parce que si j'arrive à toucher une personne à un moment donné, que ça répond à une question, une interrogation, que ça ouvre une piste de réflexion, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Et tu as souvent des retours dans ce sens-là? Ouais, quand même. Beaucoup. Donc ça veut dire que ça marche et c'est plutôt chouette.
Est-ce que tu te souviens des moments dans ta vie où tu t'es dit qui t'ont emmené à être qui tu es aujourd'hui, à faire les choix que tu as fait aujourd'hui? Si. En fait, je pense que c'est toute mon expérience de vie, notamment quand j'étais jeune. Je suis la fille d'une femme battue. J'ai vécu dans ce contexte de violence pendant très longtemps. J'ai vu ma mère à la fois très forte, à la fois très vulnérable, à la fois très faible. J'ai vu ce que c'était qu'être une femme dépendante et à la fois une femme indépendante. J'ai vu aussi ce que c'était, c'est un grand mot, c'est pas vraiment le mot adapté, mais un peu la déchéance. Tu sais, je me souviens d'un truc, c'est vraiment un petit exemple tout pété, tu vois. Mais ma mère, c'était une femme très indépendante, très libre, qui travaillait, qui avait son appartement, machin, et elle a rencontré cet homme qui l'a battue pendant des années. Et il y a eu un moment, en fait, au début de leur relation, où on s'est retrouvés, pardon, il y a eu un moment où tout a basculé, et en gros, quand il l'a connue, c'était une femme qui avait son appartement et son indépendance, et il nous a fait partir de là pour qu'on aille vivre chez lui, qui n'était pas dans les bonnes conditions parce qu'il vivait dans un espèce de squat pour clandestin, c'était un Tunisien sans papier, donc il vivait dans un espèce de squat pour clandestin ou un appartement tout pourri, dégueulasse, sans eau chaude, sans une bonne électricité, avec les carreaux cassés, des cafards, des rats, d'autres gens qui squattaient, machin, enfin c'était dégueulasse, et donc déjà là on avait beaucoup basculé. Mais malgré tout, ma mère, elle avait quand même une certaine dignité, une certaine indépendance. Et un jour, en fait, ils se sont disputés. C'était avant la première fois qu'il la frappe. Un jour, ils se sont disputés et en fait, il a pris tous ses vêtements, il les a déchirés. Tous ses vêtements, les uns après les autres. Et il lui a dit, ben maintenant, sors si tu veux. Vas-y, va dans la rue si tu veux sortir. Et en fait, pour moi, c'est hyper marquant parce que quand il a fait ça, j'ai la sensation qu'elle a basculé et qu'il a brisé quelque chose de tellement fort. Alors que c'est pas grand-chose, c'est juste des vêtements. Mais c'était tellement symbolique que ça l'a brisé complètement. Et plus jamais elle a été la femme qu'elle avait été après ça. Et ensuite, il y a eu la violence et compagnie. Tout ça pour dire que tout ce genre de choses dans lequel j'ai grandi, tout ce contexte-là, de voir ma mère, comment elle a évolué, le avant, le après, ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Parce que la plupart de mes choix ont été guidés par ça. Voilà. Par le rapport avec ta mère? Ouais, beaucoup. Ouais, parce qu'elle a vécu, par les fois où elle a été forte et par les fois où elle n'a pas été forte en fait. Et autant toutes les fois où je pense qu'elle s'est manquée, mais elle a fait ses propres choix, je ne peux pas les juger, toutes les fois où elle s'est manquée, toutes les fois où elle n'a pas réussi, comme toutes les fois où elle était forte, et ben tout ça m'a guidée à moi. Et j'ai toujours ça en fait en fond dans toutes mes décisions. D'accord. Mais donc toi en prenant ton propre chemin qui est quand même très différent de celui de ta mère. Complètement, à l'opposé. Mais c'est toujours en fond. Mais toujours en fond. D'accord. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu te considères comme une personne politiquement engagée? Eh bien en fait, je ne me considérais pas comme une personne politiquement engagée avant de divorcer. Je n'aurais jamais dit que j'étais féministe par exemple. J'aimais pas les féministes. D'ailleurs, j'aime pas trop le féminisme à la française, maintenant que j'ai un peu de comparaison avec le féminisme brésilien. Je me reconnaissais pas, peut-être parce que j'avais pas trop été. Je sais pas si on peut dire que j'avais pas été confrontée à des questions féministes, mais je pense que j'étais un peu protégée de ça et que je m'en fichais un peu. Voilà, c'était loin de moi. Et en fait, quand j'ai été mariée, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que j'étais une femme au foyer et que j'aimais être une femme au foyer. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur le féminisme et je trouvais ça vachement injuste que la manière dont on représentait le féminisme en France, en tout cas, ce que moi j'en ai vu, la femme au foyer, heureuse de l'être et heureuse de faire à manger pour son mari, elle n'était pas représentée. J'ai trouvé ça très injuste. Et à la fois, c'est pour ça que je me suis éloignée du féminisme, et à la fois c'est ce qui a ouvert mes questions par rapport au féminisme. Et quand j'ai divorcé, c'est là que je me suis sentie une femme très indépendante. Et quand je me suis sentie une femme indépendante, j'ai commencé à me poser des questions sur le féminisme. Et après, je suis arrivée au Brésil, où le féminisme est très différent. C'est un féminisme qui est beaucoup plus dans la pédagogie, beaucoup plus dans le partage. C'est un féminisme qui est beaucoup plus tourné vers l'art et exprimé à travers l'art. Je le trouve à la fois beaucoup plus doux, mais beaucoup plus engagé et très fort, parce qu'en fait, les combats que nos mères et nos grand-mères, elles ont menés, les femmes, elles les mènent maintenant. Et du coup, je me sens engagée parce que c'est particulier. Il y a des combats que moi, j'ai pas menés.
parce que je suis française et que dans ma culture, ça a déjà été mené, mais le fait que les femmes, elles aient pas droit à ce dont nous, on a droit en tant que femmes en France, et ben ça me fait me sentir beaucoup plus proche d'elles. Du coup, ici, je me suis posé des questions par rapport au féminisme. J'ai appris à me sentir profondément féministe, profondément engagée politiquement. Je sais que ta question peut-être qu'elle a été plus large que le féminisme, mais là comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt le féminisme parce que c'est ce qui m'anime le plus maintenant. Et ça s'est ressenti dans mon travail au niveau de mes vidéos, parce que mes vidéos qui avant représentaient plutôt la femme au foyer à la maison qui fait la cuisine pour son mari, ce qui était très bien, je ne regarde pas du tout. Maintenant, c'est plus des vidéos tournées autour de la femme. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Comment être une femme? Quelle est la définition d'une femme? D'ailleurs, on a fait des vidéos sur ça. Et donc maintenant, oui, je me sens très engagée. Et j'ai compris aussi beaucoup à quel point mon corps était politique. À chaque instant, le fait d'être femme et de naître femme, j'ai un corps politique et je suis politique. Parce que chaque choix que je vais faire, il va avoir une résonance. Et aussi, je pensais à ce que tu fais, bon, peut-être que c'est plus forcément d'actualité maintenant, mais tu as pas mal été en contact avec des gens qui travaillent dans la rue, par exemple, de valoriser le travail des gens qui travaillent dans la rue, qui font plutôt des artistes. Est-ce que toute cette dimension-là aussi de lien avec les gens d'ici, de discussion, d'accompagnement, d'aide à ton niveau, comment tu considères ça? Est-ce que ça rentre aussi dans ton engagement ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu à part? En fait, tu vois, je dirais pas que c'est quelque chose de politique, de faire ça ou d'engager. Je le fais parce qu'en fait, moi j'ai toujours été dans le truc social, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du bénévolat depuis que j'ai 13-14 ans, je suis dans des associations. Donc être avec des gens de la rue et aider des gens de la rue, c'est un peu le truc que j'ai toujours fait. Donc c'est pas genre pour moi un engagement, c'est plutôt une continuité de celle que je suis. Après, il y a un truc ici dont je me suis rendu compte, c'est que en tant que femme, en tant que personne, parce que là le fait d'être femme ça rentre en jeu, en tant que personne qui vient de l'extérieur, privilégiée, blanche et riche, je suis pas riche mais riche par rapport aux gens d'ici, tu sais, nous les Français on est perçus comme riches, et ben en fait il y a eu un moment où je me sentais un petit peu mal à l'aise et les gens m'ont beaucoup reproché par rapport aux vidéos que j'avais fait de profiter du système parce que moi j'arrivais ici avec tous ces privilèges et en fait aider les autres ici au Brésil, valoriser leur art, aider les gens au quotidien, par exemple tous les jours, chaque fois que je sors de ma maison j'essaye d'acheter un repas pour une personne dans la rue. Pour moi c'est aussi une manière de participer en fait de participer à la société qui m'accueille et aussi de dire ok je suis privilégiée plutôt que de tout le temps me dire oui je suis privilégiée mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est parce que je suis née blanche, machin. Ok, comment je peux utiliser ça à bon escient pour pouvoir rééquilibrer. Ma manière à moi d'utiliser ça, c'est de me dire je vais aider du maximum que je peux des gens qui sont un peu moins privilégiés. Et je veux pas le faire en mode je fais l'aumône, je te donne parce que j'ai et que t'as pas, mais en valorisant l'art des gens. Je rééquilibre, mais en mettant en avant le travail qu'ils font et pas en donnant, tu vois, gratuitement. Par contre, en donnant des repas, effectivement, là, il n'y a pas de contrepartie, mais ça s'inscrit dans un autre projet qui serait plus de suivi de certaines personnes dans le temps et d'aide individuelle à des personnes. Donc, je ne sais pas si c'est politique, mais en même temps, en vrai, ouais. Tu vois, en vrai, c'est un peu un acte politique de faire ça. Et tu sais, ne serait-ce que... social. C'est social, mais du coup ça devient politique. Ouais, et tu sais, ne serait-ce que faire des vidéos sur YouTube comme je le fais, c'est quelque chose de politique. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu parles et tu as quelqu'un en face de toi qui t'entend, une ou deux personnes, déjà, c'est politique. Donc au quotidien, je fais de la politique et donc de ce fait-là, je suis engagée. Je parle beaucoup, hein. Ça va? Ça filme, on est d'accord? Ouais, ça s'arrête à 25 minutes. C'est pour ça que j'essaie de regarder. Donc ça va aller. On n'y est pas encore? Non, il reste 6 minutes. Alors, est-ce que dans ton projet de vie, dans ce rêve que tu as, que tu disais un petit peu, dans tout ce que tu fais, est-ce qu'à certains moments tu as rencontré ou tu rencontres des vraies difficultés qui peuvent te faire douter ou qui peuvent te choquer ou t'empêcher peut-être de faire des choses que tu aimerais faire? J'ai pas trop de difficultés. Après, tu sais, il y a des gens peut-être qui regardent mon parcours et qui trouvent que j'ai fait des trucs super courageux, difficiles et compagnie, mais pour moi ça l'est pas parce que c'est juste... c'est comme si... Ouais, c'est une continuité, c'est comme si j'avais mis plein de trucs en place, un peu comme le projet de la chaîne. C'est comme si toute la vie j'ai mis plein de trucs en place,
qui n'avaient pas forcément de rapport, et il y a des moments donnés où ces trucs ils trouvent un lien logique et du coup les choses se font sans trop de difficultés. Et ma vie elle est un peu comme ça en fait, les choses elles se font toujours sans problème, sans que je le sente passer. Par exemple, partir faire le tour du monde et tout abandonner derrière moi, c'est-à-dire abandonner ma maison, ma voiture, mon argent, mes possessions, mes biens immobiliers. Les entreprises que mon mari et moi on avait montées, pour beaucoup de gens ce serait beaucoup, et pour moi c'était la décision la plus facile que j'ai prise dans ma vie. Donc j'ai pas la sensation d'avoir des difficultés spécialement dans ma vie. Disons que peut-être les petites difficultés du quotidien, si je peux parler de ça, ce serait peut-être le fait de ne pas vivre dans mon pays, ma culture, de me sentir seule parfois. Mais les autres petites difficultés du quotidien, c'est des trucs vraiment très pratiques, parce que parfois mon travail il est difficile, on ne s'en rend pas bien compte. Je dois me remettre en question en permanence, et quand je me remets en question en permanence, ben, ça peut me faire douter de moi-même. Et très souvent, je me sens très nulle, et j'oscille entre des moments où je me sens une grosse merde et des moments où je me sens vraiment au top. Et j'ai super confiance en moi, en tant que personne, mais du coup, ces moments-là peuvent m'enlever ma confiance dans mon travail et dans ma légitimité. Donc mes difficultés du quotidien, ce serait ça. Tu sais, être youtubeuse et poster des vidéos tous les jours, c'est un peu comme si... Quand tu postes une vidéo, c'est un peu comme si tu avais une arène devant toi. C'est comme ça que je le vois. Avec une estrade, et toi tu venais tout nu et tu venais devant cette arène et tu disais « jugez-moi ». C'est très difficile. Et c'est une épreuve en fait. Et les youtubeurs, généralement, ils subissent cette épreuve une fois par semaine, 2 fois par mois. Et moi, cette épreuve, je la subis tous les jours. Et en fait, c'est super dur, en vrai de vrai. Mais j'aime bien, tu vois, ça me fait du mal autant que ça me fait du bien. Donc ça, ma plus grande épreuve de tous les jours. Okay. Et qu'est-ce qui, même avec ces épreuves-là, te fait quand même continuer à croire en ce projet, et les moments où qui te disent « ah oui, non, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ma place en tant qu'être humain dans ce monde ». Eh ben, c'est tous les retours des gens. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré plus de 3000 personnes qui me suivaient, parce que j'ai organisé 2 grandes tournées dans toute la France pendant 2 étés. Je réponds à tous les commentaires que je reçois et à tous les messages que je reçois sur tous les réseaux sociaux, donc je suis hyper proche des gens qui me suivent. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent depuis des années. Par exemple, là, il y avait une petite chez moi qui me suivait depuis 7 ans. Et elle a la vingtaine. Donc en fait, depuis qu'elle est adolescente, elle me suit, et maintenant c'est une jeune femme. Et quand je vois qu'il y a des gens qui ont grandi avec Laetitia, le Corner de mon esprit, tu vois, avec mes idées, avec mes pistes de réflexion, quand je reçois des messages de personnes qui avaient des problèmes de santé, j'ai rencontré par exemple une fille qui était anorexique et qui m'a dit que ma chaîne YouTube l'avait sauvée. Ça me paraît ouf. Ça me paraît ouf. Mais apparemment, ma chaîne YouTube l'a sauvée, elle est sortie de l'anorexie. Et c'est pas la première à m'avoir dit ça. Quand je vois des personnes dépressives qui m'écrivent et qui me disent que mes vidéos les aident, ouais, je pense à couper par la dernière phrase. Bon, c'est pas grave. Mais si tu veux, je peux la refaire. Je disais avant que ça coupe, je sais pas que ça a coupé. Je disais qu'en fait, enfant, j'avais toujours mon but qui était ce que j'allais laisser dans ma vie. En fait, qu'est-ce que je vais laisser. Et quand je regarde ce que je vais laisser par rapport à ce que ça peut me faire du mal, mes vidéos, les critiques des gens, les commentaires négatifs, des choses comme ça, ça vaut largement la peine. C'est pour ça que je continue tous les jours. Et dernière chose, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message? T'en dis beaucoup des messages dans toutes tes vidéos et sur plein de sujets différents, mais d'une manière générale, avec ce que tu as pu vivre, même ici au Brésil, peut-être ça peut être plus lié au Brésil si tu as envie, un message d'être à d'autres êtres, qu'est-ce qui te viendrait? Et peut-être, si on peut rester dans la thématique de la résistance aussi, c'est-à-dire d'être quand même dans cette réflexion au jour le jour de qu'est-ce qui peut nous faire du bien, parce qu'on a beaucoup de pression peut-être aussi dans notre société, dans différentes sociétés, différentes pressions. Mais toi, Laetitia, qu'est-ce que tu dirais, toi, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui pourrait faire du bien à d'autres? En fait, le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as posé la question, ce serait de dire aux gens aime-toi, aimez-vous. Mais je trouve que c'est trop facile de dire ça, que c'est trop difficile en fait, tu vois, de l'entendre. Genre, qu'est-ce que ça signifie en fait, aime-toi, tu vois. Et du coup, si je pouvais
je sais pas si je réponds à ta question, mais enfin, je vais essayer. Mais si je pouvais passer un message aux personnes pour qu'elles résistent plus, qu'elles soient mieux dans leur vie, je leur dirais comment mieux s'aimer. Je crois que mieux s'aimer, ça passe par le fait d'être totalement aligné. Et aligné, ça veut dire être en accord entre nos convictions. Donc ça implique de savoir quelles sont nos valeurs et nos convictions. Donc ce serait être en accord avec nos convictions profondes, avec qui on aimerait être, avec qui on est au quotidien et avec nos actes. Parce que des fois, ces trois ne sont pas les mêmes. En fait, on pense qu'on est une personne, on fait des trucs et on aimerait autre chose. Et ça marche pas en fait. Et c'est dans ces cas-là qu'on n'est pas aligné, que je crois on n'arrive pas à s'aimer et que la vie elle devient plus dure en fait. Et qu'on a besoin du coup de beaucoup résister, probablement, je sais pas. Et j'ai la sensation que quand on se pose ce genre de questions et qu'on arrive à être super clair avec soi-même, encore une fois, sur qui on est, qui on voudrait être, qui on est vraiment, et ben la vie elle est plus facile, on arrive plus facilement à s'aimer. Et peut-être qu'en fait la vie du coup c'est pas une résistance, tu vois, c'est pas c'est juste c'est simple, tu vois, c'est un peu comme je te disais, c'est comme si vu que tu t'es posé les bonnes questions avant, et ben les choses elles sont en place et au moment donné où tu as une épreuve et tu as besoin des outils, ben les outils sont déjà là. Tu n'as pas besoin de recréer tous tes outils ou d'aller les chercher ailleurs, ils sont là, tu les attrapes, tu les mets ensemble, bam, et ça fait ton truc. Ça construit ta solution et ça règle. Donc le message ce serait plus de vraiment se centrer sur soi et d'essayer de ramasser ces trois images, ces trois choses que des fois on a l'impression qu'elles sont ensemble mais en fait elles sont pas encore assez ensemble. Et par étapes, utiliser les outils qu'on a déjà en soi. Ouais, et d'être super clair avec soi-même, de pas se mentir. Tu sais, quand tu te mens à toi-même entre ce que tu aimerais être, ce que tu fais, ce que tu dégages et compagnie, et ben en fait c'est contre toi-même que tu te bats, tu vois, c'est déjà tu te bats contre toi-même et en plus de ça tu affrontes le monde et la vie elle devient vachement plus dure. Cool, et ben merci beaucoup pour tout ça, c'était très cool. Je vais pas trop parler. Si. Non, si. Ça venait du fond du cœur. Si. Non, parce que en fait c'est souvent à peu près le même temps. Et t'as fait à peu près le même temps que les autres. Donc, mais t'as bien parlé dans le sens, tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Et moi, c'est ce que je recherche. En fait, la vidéo, je la trouve intéressante. Donc, si jamais, à un moment donné, t'as envie qu'elle vienne sur ma chaîne, n'hésite pas. J'en étais sûre. Oh, la coquille. En plus, quand on la faisait, je pensais à ça, je me disais... Ça peut être la présentation de ta chaîne, par exemple. La présentation de 30 minutes. Non, mais c'est cool. Ça présente... Le fait d'avoir des questions qui sont des fois extérieures et qu'on n'attend pas, ça t'amène à... Ah, ça s'est éteint? Ouais. Mais ça a enregistré? Ouais.